Yes, on est rendu à l'atelier 5, s'améliorer. Ben oui, là, parce que, tu sais, on a décidé, on a planifié. Mais là, maintenant, là, ça va nous prendre des nouvelles ressources, des nouveaux pouvoirs pour atteindre des nouveaux sommets. Donc, Stephen et moi, là, on va aller regarder là, 12 qualités importantes à peaufiner, à aiguiser pour devenir une personne qui a les moyens de se dépasser, qui a les moyens de réaliser ses ambitions. Donc, tout de suite, on va aller porter attention à ces 12 qualités. La première capacité, le premier pouvoir, comme le dit tantôt Stephen, qu'on va aller étudier, c'est l'enthousiasme. Dans le cahier, on l'explique bien, là, mais en gros, l'enthousiasme, c'est le parfum de la réussite. C'est quand tu dégages l'énergie que tu vas être capable de réaliser ce à quoi tu penses. Ça, c'est vraiment une vibration émotionnelle puissante parce que ça permet à ceux qui sont autour de toi de ressentir cette énergie, de la prendre et également, eux, de la développer pour s'engager avec toi. Quelqu'un qui est enthousiaste, c'est vraiment agréable de le côtoyer. Moi, je pense à certaines personnes dans ma vie qui ont fait complètement le contraire. Tu te présentes dans ton lieu de travail, tu te présentes à ton équipe sportive, puis t'en as qui arrivent, man, juste la manière qu'ils respirent, c'est la fin du monde. Dépose un sac à dos, puis sérieux, aujourd'hui, elle va être difficile, tout. Là, tu sens ce côté toxique envahir l'ambiance. C'est vraiment comme pas engageant. Toi-même, tu as le goût de te dire, regarde, là, tant qu'à ça, je vais me présenter demain. Vraiment, quand on prend le temps de savoir que le sourire, que l'énergie, que ce pouvoir nucléaire que tu peux développer à l'intérieur de toi va avoir un impact sur les autres et surtout sur toi, parce qu'on s'entend, ton rêve, ton objectif, ça va te prendre de l'énergie, ça va t'en prendre. Donc, génère de l'énergie, génère le positivisme, génère l'enthousiasme de la réussite et ça va aller beaucoup mieux. Une autre capacité importante à développer, c'est la spontanéité. Bon, spontanéité, c'est comme un feu d'artifice qui décolle, qui explose. C'est quelque chose qui se passe à l'instant même. Il n'y a pas d'hésitation, puis c'est une bonne idée ou ça ne l'est-tu pas? Non, c'est justement, quand l'idée, elle vient, boum, on passe à l'action. Pourquoi? Stephen me l'a expliqué. Il me dit, Xavier, quand tu as une bonne idée, tu as un mécanisme que 5 secondes après, tu vas la remettre en question. Aïe, aïe, man, j'imprime des chandails, ma compagnie, ça va être écœurant. Ouais, mais tu sais, ça va peut-être coûter trop cher. J'ai-tu vraiment un plug pour ça? Le monde va-tu le porter? Va-tu vraiment les intéresser de payer pour mon nom? Je ne le sais pas. Et voilà, la remise en question, malheureusement, ça arrive trop souvent et trop souvent, on passe à côté des bonnes idées de passer à l'action. Je me rappelle d'ailleurs quelque chose qui a vraiment aiguisé ma spontanéité, c'est quand j'ai commencé à pratiquer la boxe. Tu sais, avant, j'étais au gym. Au gym, tu prends tes poids, tu as le temps de réfléchir, OK, tu penses, tu commences à penser, tu calcules. Tu n'es pas tant que ça en réaction avec ton environnement. À la boxe, justement, quand le coach sort les pads et qu'il te demande un jab, tu commences à réagir rapidement à ce qu'il te demande. C'est là que tu travailles un mécanisme dans ta tête que ce qui se passe devant toi, tu prends action rapidement. Ton objectif, ton rêve, tu le sais, il y a une série d'actions qu'il va falloir que tu prennes, une série de décisions à laquelle tu vas te dire « oui, let's go », aller de l'avant. Donc, plus tu es spontané, plus ça va être facile d'avancer rapidement, plus tu vas avoir de résultats grâce à ces actions-là, plus ça va te donner confiance et let's get it. En commençant tout de suite, en étant spontané, wow, ça va aller rapidement. La capacité interne qui suit, wow, elle est tellement belle, tellement réjouissante. La créativité. Ouais, on entend souvent parler, surtout moi, on me qualifie souvent, Xavier, wow, tu es tellement créatif. Mais qu'est-ce que la créativité? La créativité, c'est la découverte de l'inusité. C'est des nouvelles choses qui s'ouvrent à nous. C'est vraiment l'originalité, le côté unique que le monde peut nous offrir. Là, justement, tu es dans ton parcours et ça va te prendre des nouvelles idées, ça va te prendre des solutions à tes problèmes. Donc, il faut développer sa créativité. Il
faut être capable de trouver des nouvelles solutions, de trouver des nouvelles choses à proposer à peut-être nos clients ou à notre entourage pour avoir de nouveaux résultats. Je te donne un petit exemple. Du côté visuel en peinture, il y a 3 couleurs primaires. Tu as le bleu, le jaune et le rouge. Ces 3 couleurs-là te permettent de faire un éventail extraordinaire de toutes les couleurs que l'œil est capable de percevoir. Donc, maintenant qu'actuellement, dans ta palette de couleurs, tu as juste le jaune et le bleu. Bien là, tu es quand même limité à juste le jaune et le bleu. Tu peux faire du vert, différents tons de vert, différents tons de jaune, différents tons de bleu. Mais la journée que tu commences à être créatif, la journée que tu commences à accumuler de nouvelles connaissances pour faire de nouvelles combinaisons, tu rajoutes le rouge à ta palette et c'est là qu'il y a encore plus de possibilités à ton esprit d'analyser, d'étudier, de découvrir pour trouver de nouvelles solutions à tes problèmes existants. Donc, souvent, plus on sait de choses, plus on augmente nos connaissances, plus on va être capable de les combiner ensemble pour obtenir de nouveaux résultats et comme ça, ouvrir de nouvelles voies. Bref, encore une fois, regarde le cahier. Moi et Stéphane, on a travaillé fort. Les explications sont efficaces et plus tu définis une capacité interne, plus elle est claire, plus la mettre en pratique devient simple. Dans une boîte à outils, plus tu as d'outils disponibles, plus que tu peux réaliser de choses différentes. Si j'ouvre, j'ai un tournevis, je peux visser des vis. Mais là, malheureusement, je n'ai pas de marteau, je ne peux pas clouer le clou que j'ai besoin pour ma prochaine étape. C'est pour ça que les connaissances, la capacité de savoir plus d'informations est extrêmement importante. Bien oui, parce que dans ton cheminement, ton parcours, dans la montée vers ce succès, il y a des choses que tu vas devoir savoir, peut-être nouvelles ou peut-être anciennes, pour les mettre en pratique, pour justement passer par-dessus les obstacles, réaliser les étapes. Donc, avoir des connaissances est extrêmement important. Plus je prends le temps de lire, de poser des questions, d'avoir des réponses, de l'information concrète, plus ça va me permettre de savoir comment réaliser ce que j'ai besoin devant moi. Oui, notre livre est une excellente source de connaissances. C'est pour ça, justement, qu'en prenant le temps de suivre nos ateliers, de lire notre cahier, déjà là, on augmente nos capacités personnelles pour maîtriser la machine humaine. Dans ton cas, dans la réalisation que tu veux faire, dans le domaine que c'est, est-ce que tu sais plus que la moyenne? Est-ce que tu crois et tu penses que tu as toutes les informations nécessaires pour réaliser les étapes de ton projet? Plus tu vas répondre à ces questions, plus tu vas avoir ces outils, plus que les étapes vont être faciles à enchaîner, plus tu vas réaliser ce que tu as réalisé et ainsi, boum, atteindre ton objectif. Qu'est-ce que tu crois concernant que tu es capable d'accomplir? Ça, c'est le bouclier magique de la confiance. Ça, vraiment, la confiance, c'est tout un outil à affûter. Pourquoi? Parce que ce sentiment de certitude, cette conviction qui coule en toi va te permettre de prendre action régulièrement beaucoup plus facilement. Parce que, tu sais, quand tu es hésitant, puis tu te poses la question si tu es capable, si c'est possible, si tu fait pour moi ça, cette hésitation-là crée la confusion crée la maladresse, et ça l'enchaîne un paquet de conséquences qui sont vraiment dramatiques. Donc, d'aller dans sa boîte à outils, dans ses capacités internes, de décider de s'imbiber de cette confiance, fait qu'on se sent bien, qu'on entreprend chaque action avec une certitude qu'on va bien les réaliser. Les résultats nous donnent encore plus confiance parce qu'on est satisfait et cette roue qui commence à tourner nous donne un momentum et that's it, on avance vers notre succès et ce, en étant confiant, certain qu'on va y arriver. Et la préparation, c'est la clé parce que la dernière fois que moi et Stéphane, on est venus à Asti, on n'était pas aussi bien préparés et quand on est arrivé aujourd'hui, Encos nous a regardé, il nous a dit « Tabarnak les boys, vous avez de la confiance, vous êtes préparés! » Et voici ce que ça donne. Pouf!
Là, ça, tu me fais un story avec ça. Cette capacité interne-là, là, wow, elle vient là, me toucher directement au cœur. Ça, là, c'est quelque chose là, que s'il y a 10 ans, j'aurais pu me regarder dans le blanc des yeux et la développer, wow, que ça m'aurait aidé. La persévérance. Ça, là, la persévérance, c'est un marathon de confiance, là. À quel point tu es endurant de constamment progresser vers ton objectif, même si ça ne roule pas comme tu voudrais que ça roule. Ça, là, vraiment, là, la persévérance, là, c'est une obsession de la réussite, là. C'est no matter what, tu as une confiance en toi qui reste, qui perdure et qui fait en sorte que tu vas mener à terme ton objectif. Voilà, il y a un moment clé là, que j'ai compris c'était quoi la persévérance, que j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire abandonner. So, je suis dans ma préparation pour un combat de boxe. J'ai la chance de faire du sparring avec mon coach Schiller. Je dis la chance parce que je vais apprendre beaucoup, mais wow! Affronter Schiller, là, c'est pas facile parce que moi, je suis amateur et lui, c'est un ancien professionnel. Donc, bref, Schiller, son but là, à lui, c'est pas de me détruire, c'est que j'apprenne. Donc, on commence le round tranquillement, chip-chap, jab-jab, croche, OK, parfait, nice. À un certain moment, là, je vois l'ouverture. Bang! Je le connecte avec une droite, là. Wow, la fierté m'envahit. Mais au même moment que la fierté m'envahit, j'ai senti, là, au niveau du flanc, que lui aussi m'a connecté, là. Puis là, ça fait mal. Mais Schiller, il est vraiment content, là. Il dit « Wow, Xavier, la droite que tu m'as donnée, là, était vraiment, là, parfaite. Si tu fais ça dans ton combat, wow, ça va bien aller. » Mais pendant que je reçois ces salutations, là, je dois garder là, vraiment là, ma concentration parce que j'ai vraiment mal. Là. Puis quand tu as mal, il ne faut pas que tu le montres à ton adversaire. Puis là, oui, je suis content, je suis satisfait de l'avoir connecté, mais il faut que je finisse le round. Parce que si je ne finis pas le round, ça veut dire que j'ai perdu. Donc là, j'ai vraiment été puisé là, dans toutes mes énergies. J'ai gardé là, cette croyance-là que j'allais être capable de terminer le round et boum, j'ai terminé le round. Mais à ce moment-là, d'avoir décidé de ne pas abandonner m'a fait réaliser une chose, que j'avais tellement abandonné souvent avant, qu'il y avait tellement de fois que j'étais près de la ligne d'arrivée, malgré tout le parcours que j'avais accompli, je changeais de projet, je changeais de direction. Et malheureusement, là, le dernier quelques petits pas qui me restaient à passer, je changeais de projet et donc je n'aboutissais pas. Donc maintenant, là, je suis conscient de la persévérance, je la travaille, je solidifie mon endurance physique et mentale afin de m'assurer de ne pas abandonner et de me donner la chance de réussir en étant persévérant. All right, la première capacité interne qu'on va discuter ensemble, OK, c'est l'autodiscipline. Pourquoi qu'on l'a mis en premier? Parce que, selon moi, c'est la plus importante. La plus importante de toutes. Parce que si on en manque, tout le reste est foutu. OK? Tu peux être persévérant, tu peux être courageux, tu peux avoir des idées grandioses, tu peux être créatif, tu peux avoir plein de bonnes qualités, là, puis vraiment avoir une volonté exceptionnelle. Mais si tu manques d'autodiscipline, oublie ça. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'entends par autodiscipline? Pour moi, l'autodiscipline, c'est la capacité de faire ce que je dois faire au moment où je dois le faire, que j'ai envie de le faire ou pas. C'est de toujours faire ce que je dois faire avant de faire ce que je voudrais faire. Imagine si tu n'as pas cette capacité-là. Si tu procrastines, si tu repousses toujours à plus tard les choses que tu devrais faire et tu priorises les choses que tu aimerais faire. Regarde, on va se dire la vérité, là. C'est rare que si tu as le choix entre écouter Netflix puis faire la vaisselle, inévitablement, évidemment, tu as plus envie de t'écraser et écouter Netflix que faire la vaisselle. Mais lequel des deux que s'il n'est pas fait va amener le plus de conséquences? On le sait tout de suite. Pense à ça. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des Navy SEAL. Les Navy SEAL, c'est les top soldats de l'armée américaine. Puis eux autres, là, le but de l'organisation des Navy SEAL, c'est d'en faire des vrais soldats, là, prêts à aller sur le champ de bataille, en faire des hommes inarrêtables, prêts
à passer par-dessus n'importe quel obstacle. Mais ces gars-là, on leur demande d'avoir une autodiscipline impeccable par rapport à comment leur lit doit être fait. Ils n'ont pas le choix de se lever le matin, de faire leur lit rapidement. Le lit doit être fait, le carré, aucun pli dans les draps. Ils doivent porter leur costume exactement de la bonne façon. Le chapeau, le badge, tout ça doit vraiment briller. Ils mettent tellement d'accent sur les petites disciplines que tu te dis, aïe, c'est quoi le but d'être aussi discipliné pour des petites choses comme ça, quand le but, c'est d'aller accomplir des grosses missions? Parce qu'eux, ils ont compris quelque chose de puissant. Si tu n'es pas capable de performer et d'être vraiment discipliné dans les petites choses, tu ne seras jamais capable d'être discipliné dans les grandes choses. Quand est-ce que moi j'ai expérimenté ça? Il y a environ, là, ça fait à peu près une dizaine d'années, j'étais complètement dans un autre domaine. J'avais parti une entreprise de repas préparés santé. C'est des repas préparés santé livrés à domicile. Et puis là, j'avais mon partenaire, Michael. Et là, à un moment donné, on est chez nous, on est en train de travailler, on fait notre petite comptabilité. Puis moi, tu sais, j'ai de la vaisselle sur le comptoir qui traîne. Puis nous, là, on a des grandes visions, là, d'avoir une grosse compagnie de repas préparés, là. Puis il me dit, Stéphane, ça fait comme 3 fois que je viens chez vous, puis ta vaisselle n'est même pas toute faite. Je dis, ouais, mais c'est quoi le problème? Il me dit, ben pense à ça. Si tu n'es même pas assez discipliné pour gérer ta petite cuisine de ton appartement, comment tu penses que tu vas être assez discipliné pour gérer une immense cuisine, un traiteur, où est-ce qu'il y a des cuisiniers, des plongeurs, puis une quarantaine d'employés? C'est là que j'ai fait comme, aïe aïe, l'autodiscipline, c'est tellement important. De ton côté, à quel point tu es discipliné? À quel point tu as cette capacité-là de faire ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire, que tu aies envie de le faire ou pas. Maintenant, la planification, le sens de planification. Pour moi, c'est quoi la planification? C'est la capacité de prendre régulièrement des moments pour décider de qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, pendant combien de temps je vais le faire, pourquoi je vais le faire. Et c'est quoi la priorité dans le fond? À quel point ça peut faire une différence dans une vie juste de devenir vraiment bon à planifier ses journées, OK? On s'entend là-dessus. Qu'est-ce qui crée une bonne année? Hein? Qu'est-ce qui crée une année successful, comme on dit? Bien, une année successful, c'est l'accumulation de 365 journées successful additionnées ensemble. Fait que pense à ça. Pour bien te faire comprendre, là, je vais utiliser mon sablier ici. Imagine là, que chaque journée qui commence, là, c'est le sable qui est là en haut. OK? Donc ça, c'est mon futur. La petite partie mince au milieu, c'est mon moment présent. Et le sable qui est en bas, c'est mon passé. Donc là, chaque jour, là, planifier sa journée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant que le temps s'écoule, je sais qu'une journée, c'est juste 24 heures, c'est juste 1440 minutes. Combien de minutes je vais passer à dormir? Combien de minutes je vais passer à travailler sur mon objectif? Combien de minutes je vais passer à faire des trucs complètement inutiles qui ne me servent absolument à rien aujourd'hui et qui me serviront absolument à rien plus tard? Combien de minutes je vais passer à me concentrer dans mon couple, avec mes enfants, sur ma santé, ainsi de suite? Plus je suis capable de développer cette capacité-là, de créer mes journées, de construire, de donner un squelette à mes journées, bien plus dans le fond, je vis une vie que j'ai consciemment décidé de vivre. Dans le fond, on dit réfléchis, décide, réalise pour ta vie. Mais planifier, c'est quoi? C'est réfléchis, décide et réalise chaque jour. Plus je prends le temps des moments pour planifier, donc là, je me transforme, dans le fond, c'est pas compliqué, je me transforme en architecte. Un bon planificateur, c'est quelqu'un qui va se séparer en deux. Fait que là, je me transforme en Stéphane l'architecte. Là, je prends le temps de m'installer, de donner un squelette à ma journée, de décider ce que je vais faire, pendant combien de temps je vais le faire, c'est quoi les choses qui sont prioritaires. Bien, après ça, je suis capable de me transformer en Stéphane l'exécutant. Donc, Stéphane l'architecte a créé le plan et là, tout ce que j'ai à faire, c'est suivre le plan que Stéphane l'architecte a créé, simplement. Qu'est-ce qui arrive si je manque de planification? Bien là, premièrement, j'ai trop de choses en tête. J'ai peur d'oublier un paquet d'affaires.
Aïe, aïe, c'est vrai, faut pas que j'oublie d'appeler là, puis c'est vrai, faut pas que j'oublie d'acheter ça, puis faut pas que j'oublie d'envoyer un courriel là, puis faut pas que j'oublie d'aller là après le travail, puis faut pas que j'oublie d'acheter ça quand je vais aller à l'épicerie. Là, tu vas rentrer vraiment dans un puissant overthinking. Fait que tu penses beaucoup trop loin pour rien. Ensuite de ça, bien, ça va réduire ta spontanéité. Tu vas être beaucoup plus hésitant parce que tu es toujours en train de te demander est-ce que c'est vraiment ça que je devrais faire à ce moment-là parce que tu n'as pas pris de moment précis pour le décider. Ensuite de ça, bien, ça devient beaucoup plus difficile d'être dans le moment présent parce que pendant que tu travailles, tu fais ta journée au travail, étant donné que tu n'as rien planifié, bien là, tu penses. Tu n'arrêtes pas de penser à ce soir, demain, la semaine prochaine parce que ce n'est pas clair dans ta tête. Donc là, ton travail va être de moins bonne qualité parce que pendant que tu travailles, tu penses, puis tes pensées vont être de moins bonne qualité parce que pendant que tu penses, tu travailles. Donc, un bénéfice de la planification, c'est que je vais augmenter la qualité de mes pensées parce que je prends des moments juste pour penser et créer, et je vais augmenter la qualité de mes actions parce qu'au moment où quand c'est le moment de passer à l'action, bien, je suis capable d'arrêter de penser puis de juste passer à l'action. Toutes mes pensées, je les ai mises sur papier. Fait qu'en conclusion, là, si j'échoue dans ma planification, bien, je planifie d'échouer. Si je réussis dans ma planification, je planifie de réussir. Maintenant, la santé. OK, il n'y a pas grand-chose à dire sur la santé, là. On le sait que c'est important d'être en santé. Je ne vais pas jaser pendant 5 minutes pour t'expliquer c'est bon d'avoir une bonne santé. On le sait que c'est important d'être en santé. Sauf que là, si tu en es rendu jusque-là, tu fais partie de ce qu'on appelle des goal achievers. Ça veut dire que tu ne veux pas te contenter de ta vie actuelle, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de changer pour le mieux, tu as envie de devenir la meilleure version de toi-même. Bien, inévitablement, je comprends que certaines périodes de la vie, c'est difficile, c'est plus complexe d'investir du temps sur sa santé. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Pourquoi? Dans le fond, je ne vais rien t'apprendre, mais je veux juste te rappeler que ta santé, tu en as juste une. Tu en as juste une. Ton corps physique, tu en as juste un. Donc, tu ne peux pas échouer dans ta santé, puis tomber en très mauvaise santé, puis revenir dans le passé, corriger ta santé. Non, comme tu as juste une santé. Puis, on discutait de ça tantôt, moi et Xavier. Si on parle juste d'alimentation, on ne s'en rend pas compte là, au jour le jour. Mais juste de bien manger, on ne fait pas juste bien manger pour s'empêcher de prendre du poids. Juste au niveau de l'énergie, qu'est-ce que ça va donner? Quelqu'un qui se maintient en bonne santé, qui mange bien et qui fait de l'exercice, il y a beaucoup plus d'énergie. De quoi tu penses que tu vas avoir besoin pour être la meilleure version de toi-même et atteindre des objectifs que tu n'as jamais atteints? D'énergie, pas un peu d'énergie, le plus d'énergie possible. Donc, en gros, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu devrais travailler? Ta santé. C'est quoi ton état de santé présentement? Sur une échelle de 1 à 10, comment tu évalues ta santé actuelle? Très important à considérer si on veut être la meilleure version de soi-même. Maintenant, parlons de concentration. Sais-tu qu'est-ce qui me fait rire par rapport à la concentration? C'est quelque chose que je m'amuse vraiment à demander aux gens et de plus en plus, parce que de plus en plus de gens me disent qu'ils sont TDA, TDAH, qu'ils ont eu un diagnostic qu'il y avait de la difficulté à se concentrer. Fait que moi, je m'amuse à leur poser la question suivante. Bien, 2 questions. Premièrement, qu'est-ce que ça signifie être concentré? Demande ça là, aux gens. Qu'est-ce que ça signifie être concentré? La plupart des gens vont me dire, bien, être concentré, c'est être concentré, là. Ça veut dire que tu es concentré. Ça veut dire que tu es focus. Ils vont te le dire en anglais, ils vont te le dire en français. Ça devient vraiment difficile d'améliorer notre concentration si on ne réalise pas exactement qu'est-ce que ça veut dire d'être concentré. La concentration, c'est la capacité de garder toute son attention sur une ou plusieurs choses ou stimuli pendant une certaine quantité de temps. Et ça vaut de l'or. Plus je suis capable de me concentrer longtemps, de rester longtemps, mettre toute mon attention sur une chose pendant une longue durée de temps, bien, plus je vais être gagnant de ça. Parce que plus que je vais être productif, moins je vais douter, plus je vais avancer rapidement dans le fond.
La deuxième question que je pose souvent aux gens, c'est combien d'exercices de concentration tu as essayé dans les dernières semaines? Et la réponse est souvent la même. Soit je ne savais même pas que ça existait, ou j'en ai essayé aucun. Fait que c'est ça qui est fou de la concentration, c'est que c'est comme un muscle. Des fois, on a tendance à prendre pour acquis que si on a de la difficulté à se concentrer, c'est qu'on est né comme ça. Okay? On n'a pas besoin de chercher loin comme exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, recule 5, 6, 7 ans en arrière, j'étais une personne extrêmement distraite, extrêmement éparpillée, autant dans mon environnement que dans mes pensées. J'étais toujours lunatique, j'oubliais toujours plein de trucs. Puis aujourd'hui, là, je me considère comme quelqu'un d'extrêmement focus, d'extrêmement concentré. Je n'ai jamais pris de médicaments pour ça. Je me suis juste concentré à augmenter, à améliorer ma concentration. Et c'est fou les bénéfices que j'ai obtenus en faisant ça. En fait, maintenant, je vais te montrer visuellement à quel point c'est bénéfique d'augmenter notre concentration et à quel point ça peut être négatif de manquer de concentration. OK, là, ce qui arrive dans le fond, c'est que souvent, on a l'impression qu'on manque de concentration. La concentration, c'est quoi? C'est de l'attention. On est d'accord là-dessus. L'attention, c'est quoi? En bout de ligne, c'est de l'énergie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase-là, mais mon énergie va là où je mets mon attention. Et souvent, ce qui arrive dans le fond, c'est pas qu'on manque d'attention, c'est qu'on la dirige mal. Je vais t'expliquer, je vais te faire une métaphore avec la lumière. Donc, disons que je prends le briquet ici. Là, j'ai une flamme qui produit une assez grande quantité de lumière. Grâce à la flamme, tu es capable de me voir. La flamme m'éclaire un peu, mais vraiment pas beaucoup. Mais ce qui arrive, c'est que la flamme éclaire aussi un peu partout, tout autour d'elle. Et c'est souvent ce qui arrive avec notre attention. C'est qu'on met notre attention sur plein de choses inutiles, un paquet de trucs qu'on n'a pas vraiment besoin. Et là, on a l'impression qu'on manque d'énergie, on manque de concentration. Mais en fait, ce n'est pas ça, c'est juste qu'on la dirige mal. Donc là, comme tu peux voir, la flamme ne m'éclaire pas vraiment. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Je prends la quantité de lumière que la flamme produisait, je ne prends pas plus de lumière. Et là, je la concentre dans une lampe de poche. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que si je m'éclaire, maintenant, tu me vois très bien. Pourtant, il n'y a pas plus de lumière que tantôt. C'est juste que toute la lumière éclaire au même endroit. Pourquoi? Parce que je l'ai concentré. Donc, en conclusion, on veut vraiment améliorer notre concentration, surtout si on a l'impression qu'on manque de concentration. Comment on va l'améliorer? Bien, on va se pratiquer à centrer toute notre attention, à arrêter de mettre notre attention sur des choses inutiles et mettre notre attention sur notre objectif, sur les choses qu'on veut vraiment voir progresser. Maintenant, la maîtrise émotionnelle. Celui-là, je l'ai expérimenté ce matin. J'ai eu besoin de maîtrise émotionnelle. Pour moi, la maîtrise émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité à maîtriser mes émotions. Souvent, on a tendance à dire que c'est les circonstances qui nous amènent à vivre des émotions. Donc, j'ai appris une mauvaise nouvelle au téléphone, je suis fâché. Je viens de gagner à la loterie, je suis excité. Je viens d'apprendre que je m'en vais en voyage, je suis content. Je viens de vivre une séparation, j'ai de la peine. C'est sûr que les circonstances vont nous mettre dans une position où c'est plus facile de ressentir certaines émotions. Mais est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on est obligé de ressentir ces émotions-là? Dans le fond, ce qui va créer nos émotions, c'est la perception des événements qui arrivent. Je te donne un exemple. Quand je m'en viens ici ce matin, là, nous, on est à Montréal, dans le coin de Chabanel. La place de stationnement, c'est rare. Et là, je suis en train de me chercher une belle place de stationnement. Je vois une belle place. Mais au moment où je réalise qu'il y avait une belle place là, je suis rendu quand même loin. Donc là, je me mets de reculons. Je commence à reculer. Je vois un auto qui arrive. Il sait que je m'en vais me stationner là. Puis il se dit « J'ai été plus vite que toi,
Puis lui, il se dépêche, puis il se stationne, puis il me prend la place. Sur le coup, j'ai failli me laisser emporter par mes émotions, puis vraiment ressentir une forte frustration. Mais grâce à ma maîtrise émotionnelle, je n'ai pas rentré dans une frustration. Je me suis pas laissé basculer dans cette vibration négative. Pourquoi? Parce que ça m'aurait amené absolument rien. Donc, que je reste fâché 30 secondes ou 2 jours, le résultat va être le même. Puis tôt ou tard, je vais arrêter d'être fâché. Donc, la maîtrise émotionnelle, surtout par rapport aux émotions négatives, ce n'est pas de ne jamais ressentir d'émotions négatives. C'est que lorsque je bascule dans des vibrations négatives, je prends conscience que je viens de basculer dans ces vibrations négatives et je vais m'efforcer de penser à quelque chose de positif ou je vais m'efforcer de me concentrer sur la situation actuelle pour reprendre mes émotions positives. En conclusion, durant le parcours de l'atteinte de ton objectif, tu vas ressentir des moments de doute. Tu vas ressentir des moments de frustration. Tu vas ressentir des moments fort probablement de tristesse, de découragement. Tu vas ressentir toutes sortes d'émotions négatives. Et lorsque ces émotions négatives-là vont arriver, tu veux avoir une bonne maîtrise émotionnelle. En prenant conscience que tu es dans une émotion négative et en t'efforçant de rebasculer dans une émotion positive. Et maintenant, le courage. C'est quoi la différence? À un moment donné, moi et Xavier, on avait une bonne discussion là-dessus. C'est quoi la différence entre le courage et la confiance? Là, on s'est rendu compte que c'est très semblable. Puis on en est arrivé à une bonne conclusion. La confiance, dans le fond, c'est que je crois en moi, je doute pas, puis je fonce parce que je ressens cette certitude-là. Tandis que le courage, c'est que je vais prendre action même si j'ai peur. Pour nous, quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui avait peur, mais qui a quand même pris action. Et ça, c'est indispensable parce que sortir de sa zone de confort nous demande souvent de faire des choses inconfortables, de faire des choses inconnues. Et l'inconnu, c'est ce qui nous fait peur. Donc, comment on va développer notre courage? En prenant action sur des choses qui nous font peur. Puis dans le fond, plus je développe mon courage, plus je suis capable de développer ma confiance. J'ai un bel exemple de ça il y a environ 2 semaines. Ma fille Liana, la plus vieille, 11 ans, elle fait de la gymnastique et là, elle est rendue dans le compétitif, ça va très bien son affaire. Et là, il y avait une journée « Amène ton parent faire de la gymnastique ». Donc là, je m'en vais avec elle. Tu sais, là, je suis sur le gros terrain de gymnastique. Et là, elle est fière parce qu'elle peut me montrer beaucoup de choses. Liana, c'est une petite fille très, très performante, qui a beaucoup de talent, mais on va se le dire, elle est vraiment peureuse. OK? Elle a tout le temps peur, Liana. Et là, je lui apprends à développer son courage. Et là, j'ai dû faire la différence entre confiance et courage. Puis là, elle me disait, « Ouais, mais tu sais, des fois, c'est parce que j'ai peur, je ne suis pas confiante, j'ai peur de manquer mon coup. » Puis, en tout cas, il va vraiment falloir que j'apprenne à être plus confiante là-dessus. Et c'est là que j'ai dit, « Non, Liana, ta confiance, ça va se développer avec le temps. » Et là, ce que tu dois apprendre, c'est travailler ton courage. Essaye le mouvement même si tu as peur, même s'il te fait peur. Et c'est là qu'à un aussi jeune âge, elle était capable de distinguer la différence entre les deux. Donc maintenant que je l'ai aidée avec ça, ce qu'elle est capable de faire, c'est qu'elle est capable de ne pas se laisser stopper par la peur. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut développer notre courage. On veut être capable de passer à l'action même quand on ressent cette émotion qu'on appelle la peur. Et plus on le fait, plus on réalise que dans le fond, la peur, ça n'existe pas vraiment. C'est un état psychologique. Je veux dire, je ne peux pas tenir la peur dans mes mains. Et c'est souvent là qu'on se dit, « Hein, j'avais tellement peur de faire ça, mais finalement, c'était juste ça. » Et là, plus je prends des décisions courageuses et je passe par-dessus mes peurs, plus ma certitude et ma confiance augmentent. Donc, pour s'assurer d'atteindre notre objectif, s'assurer de sortir de notre zone de confort, on développe notre courage.
s'améliorer, là, ça vaut vraiment la peine. Travailler sur soi, là, ça permet de progresser, ça permet de s'améliorer, ça permet d'évoluer. Puis, pour y arriver, il faut faire une prise de conscience, analyser nos forces, nos faiblesses, et maintenant travailler sur ces faiblesses pour qu'ils rattrapent nos forces, pour être équilibrés et devenir la personne qu'on a besoin d'être pour atteindre nos objectifs. Stephen, on va en profiter pour s'analyser soi-même, partager justement nos forces et faiblesses, mais surtout nos faiblesses. Qu'est-ce qu'on veut améliorer pour atteindre nos nouveaux objectifs? De ton côté, Stephen, je te propose, y a-tu 3 capacités que dans le cahier, que tu as regardé, que tu t'es dit « Wow, si j'améliore ça, je vais devenir le nouveau Stephen qui va atteindre les nouveaux objectifs. » Absolument. Puis, tu sais, quand on parle de développement personnel, c'est vraiment d'aller développer sa personne. Fait que l'objectif, c'est une chose, travailler sur le projet. C'est un travail qu'on fait sur quelque chose qui est à l'extérieur de nous, même si on a le sentiment que ça vit en nous, mais travailler sur sa personne, c'en est une autre. Et la section de s'améliorer du cahier, on l'a vraiment créé pour ça. Puis ça me rappelle Jim Rohn, parce que Jim Rohn, qui est un pionnier du développement personnel, malheureusement décédé aujourd'hui, lui, toute sa philosophie reposait sur ça. Comme la meilleure façon d'améliorer ta vie, c'est que tu t'améliores. Tu comprends? Ouais. Puis c'est tellement vrai, mais améliorer quoi? Tu sais, oui, OK, si je m'améliore moi, ma vie va s'améliorer. Bien, améliorer quoi? On en a parlé. Si tu améliores ta concentration, ta persévérance, ta créativité, ton organisation, ta spontanéité, bien, si tu travailles sur toi, bizarrement, tout se met à s'améliorer autour de toi. Donc, moi, on va se concentrer sur 3 parce qu'on ne veut pas trop s'éterniser, puis on pense qu'avec 3 chacun, tu auras vraiment bien compris qu'est-ce qu'on veut dire. Je vais t'en nommer 2 que j'ai grandement amélioré, et la 3e, je l'ai améliorée, mais je veux continuer de l'améliorer. Je veux tout continuer de les améliorer, mais la 3e, c'est sur celle-là que je veux le plus me concentrer. Donc, moi, c'était vraiment au niveau planification, organisation. OK. Parce qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'étais un gars, j'ai toujours été quand même très fonceur. J'ai eu des up and down de confiance à cause de certains événements que j'ai vécus, mais à la base, j'ai toujours été quand même une personne assez confiante. J'ai toujours été assez fonceur, j'ai toujours été une personne très travaillante depuis que je suis jeune. Fait que j'avais beaucoup d'idées, j'avais pas peur d'aller vers l'avant, de démarrer des projets, mais au niveau de l'organisation, de la planification, ça allait pas. OK. Donc, j'ai pas été éduqué à ça, on me l'a pas vraiment appris, j'ai pas été sensible à ça. Donc, j'étais quelqu'un qui avait, même quand on a commencé moi 2.0, j'étais quelqu'un qui avait quand même tendance à s'éparpiller. Je gérais mal mon temps. Je ne prenais pas le temps de bien planifier mes journées, de bien calculer qu'est-ce que je dois faire, pendant combien de temps je vais le faire, est-ce que c'est réaliste, qu'est-ce que j'ai à faire. Et ça faisait que malgré mon désir de réussite, malgré toutes mes bonnes idées, malgré que j'étais quelqu'un qui fonçait, bien, je vivais beaucoup de frustration à cause de mon manque d'organisation et mon manque de planification. Puis à un moment donné, c'est là que je me suis dit, si j'améliorais ce côté-là de ma personne. C'est un petit peu ça le but de cet atelier-là, de trouver c'est quoi nos faiblesses. Si j'améliorais ce côté-là de ma personne, à quel point ça aura un impact sur ma vie. Pas juste sur mon entreprise, mais sur tout. Tu sais, moi, on en a parlé dans les ateliers précédents. Je suis également père de famille, j'ai 3 enfants, une conjointe, propriétaire, etc. Donc, c'est sûr que pour que tout se passe bien dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, à un moment donné, j'ai compris que devenir vraiment structuré, organisé, c'était plus une option. Donc, c'est ça que j'ai vraiment travaillé dans les 2-3 dernières années, à vraiment devenir un expert en planification. Vraiment faire attention de comment j'organise autant mon environnement que mon temps. OK.
Et les effets, les bénéfices ont été vraiment incroyables. Tout s'est amélioré, tu dors mieux, tu te sens plus en contrôle. L'affaire que j'ai vraiment compris, parce que moi, j'avais tendance avant à travailler, puis ensuite me dire, bien, quand j'aurai fini, je vais tout réorganiser. Maintenant, je prends le temps de replacer les choses à sa place. Si j'arrive que mon environnement de travail n'est pas assez en ordre, bien avant, j'aurais tendance à commencer à travailler, à me dire le plus important, c'est que j'avance. Maintenant, je vais prendre le temps de mettre ça au propre, mettre mes choses en ordre, bien planifier ma journée. Hein. Ne commence pas ta journée tant qu'elle n'est pas finie. Tu sais, cette expression-là, ça veut dire commence pas ta journée si tu n'as pas fini de la planifier. Pour moi, c'est d'une grande valeur. Et depuis que je fais ça, c'est sûr qu'il y a des journées où je ne planifie pas. Des fois, je décide d'en profiter, de lâcher prise et de juste vivre de façon un petit peu plus improvisée. Mais les journées où je le fais puis les journées où je le fais pas, c'est vraiment différent. OK. Fait que ça a été une des capacités que j'ai travaillé fort et que je travaille encore et qui a eu le plus d'impact dans ma vie, je te dirais, le côté planification, organisation. Et même ma conjointe a pu en tirer des bénéfices parce qu'elle l'a senti, côtoyer une personne qui est plus organisée, plus structurée, c'est sécurisant, OK. ça fait du bien, tu sais, je veux dire, des pensées claires et ordonnées dans un environnement clair et ordonné. Et ça contribue aussi grandement au succès de notre entreprise. L'autre, c'était la spontanéité. OK. Ouais. La spontanéité, qu'est-ce qu'on veut dire par spontanéité? On en a parlé un peu. C'est la capacité d'agir rapidement sur ses idées. Moi, je me rappelle souvent, moi et Xavier, on avait des conversations, on était très allumés par toutes sortes d'idées qu'on avait par rapport à la business. Et souvent, je te parlais au téléphone, Xavier, puis je te disais, hey, ça serait vraiment une bonne idée hein, qu'on fasse ça. Puis tu me disais, ouais, c'est une bonne idée, parfait, on fait ça cette semaine. Ouais. Et là, moi, quand j'avais une bonne idée, je réfléchissais vraiment longtemps. Je passais par toutes sortes de stades, toutes sortes de phases. Je commençais avec la phase, c'est une bonne idée, ouais, je devrais le faire. Et là, je tombais dans la phase un peu plus douteuse. Là, je commençais à penser aux raisons pour lesquelles c'est pas une si bonne idée que ça. OK. Et là, les jours passent, des fois les semaines, pour finalement revenir sur mon idée première que c'est une bonne idée. Puis là, des fois, je me rappelais, c'est quelque chose qui arrive de moins en moins, je te reparlais de cette idée-là, puis tu me disais, Stéphane, on avait déjà décidé que c'était une bonne idée. Comme c'était déjà au clair, c'est déjà décidé. Comme pourquoi tu ne l'as pas juste fait? OK. Oui, c'est parce que, tu sais, en même temps, je réfléchis. Donc, j'avais cette mauvaise habitude-là de ne pas être assez spontané, de trop réfléchir. Puis je finis toujours par passer à l'action. Mais je me suis concentré à réduire la quantité de temps entre le moment où j'ai une bonne idée et le moment où je prends action. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça va faire que je vais prendre beaucoup plus d'action à la fin de l'année. Fait que je vais avoir beaucoup plus de résultats. Donc maintenant, quand j'ai une bonne idée, on a parlé souvent de la fenêtre de 5 secondes, j'essaie d'agir dessus rapidement parce que malgré que je sois conscient de tout cet aspect psychologique-là, je suis encore victime de ça. OK. Quand j'ai une bonne idée, souvent, si je n'agis pas dessus rapidement, là, je vais me mettre à penser à toutes les raisons pour lesquelles ce n'est pas une bonne idée. OK. Fait que comment je fais pour m'en sortir? Bien, ça va beaucoup avec la communication que j'ai avec moi-même. Quand j'ai une bonne idée, exemple, je devrais publier ça. Ou exemple, hey, je devrais écrire à cette personne-là. Ou hey, je devrais planifier quelque chose, une petite fin de semaine d'amoureux pour. Faut pas dire une fin de semaine d'amoureux pour moi et ma copine. Et là, des fois, je prends conscience que je commence à penser aux raisons pour lesquelles ça ne marchera pas, ou c'est pas une si bonne idée que ça, ou ça va être compliqué. Et c'est là que je me parle à moi-même, puis je me dis, non, fais juste agir. OK. Et ça a grandement aidé à ma productivité et à réaliser plus de choses par jour, par semaine, par année. Nice. Et la chose aussi que j'ai énormément travaillé dessus et que je continue de travailler dessus, c'est la concentration. OK. Donc, la concentration, pour moi, c'est la capacité de garder toute mon attention sur quelque chose pendant une certaine durée de temps.
Et moi, avant, j'étais quelqu'un, non seulement j'étais désorganisé au niveau de mon temps et de mon environnement, mais j'étais aussi beaucoup de difficultés à rester concentré, facilement distrait. Donc, oublie souvent des choses importantes, des informations importantes. Quitte une pièce en oubliant mes clés, mon téléphone, mon portefeuille. Pourquoi? Parce que j'étais trop, comme on dit, dans ma tête. Puis, je suis vraiment fier du progrès que j'ai fait face à ma concentration. OK. Je considère qu'avant, j'étais quelqu'un de complètement distrait. Éparpillé. Ouais, avec une très mauvaise concentration. Puis aujourd'hui, je considère que je suis rendu vraiment bon en concentration, mais c'est encore un défi. Puis je pense que c'est difficile à dire laquelle est la plus importante, mais je pense que la concentration, ça vaut très cher. OK? Ça vaut très cher parce que le manque de concentration, c'est dispendieux. Parce que manque de concentration égale perte de temps pour moi. Oui, je comprends. T'sais? Puis, on est dans une société, fort probablement toi aussi qui écoutes cette vidéo-là, où on en a parlé un petit peu aussi tantôt dans d'autres exemples qu'on a donnés, où on est beaucoup stimulé. Donc, les téléphones cellulaires, les écrans, toutes les responsabilités qu'on a à faire. Et le fait d'avoir de la difficulté à rester concentré, bien, c'est ça, c'est vraiment dispendieux. Tu sais, ça va te coûter cher en temps, le manque de concentration. Ça ne te coûtera peut-être pas si cher que ça en argent. Je pense que tu peux gagner très bien ta vie, même si tu n'es pas un expert en concentration. Mais tu sais, quand on pense juste sans rentrer trop en profondeur, je ne vais pas dire de commentaires qui pourraient être vus, perçus d'une façon ou d'une autre, mais on s'entend que il y a beaucoup de gens qui vont avoir recours à des médications pour améliorer leur concentration. Et il y en a de plus en plus. Donc, ces compagnies-là qui produisent des produits pour aider à la concentration savent à quel point ça vaut cher. Donc, que ce soit le médicament que tu prends ou les exercices que tu vas faire qui améliorent ta concentration, on le sait qu'on est tous vraiment gagnants. Puis je pense que c'est une des choses qui serait vraiment bon qu'on sensibilise nos enfants aussi, tu sais, à apprendre à se concentrer. Parce que souvent, on va poser la question à quelqu'un, c'est quoi la concentration? Moi, c'est ça que j'aime faire. Ah, tu as des problèmes de concentration? OK, peux-tu me dire c'est quoi la concentration? Puis souvent, ce qu'on va me répondre, ben c'est être concentré, c'est quand tu es focus, là. C'est être concentré, c'est être concentré. Fait que si on n'a même pas la définition claire de qu'est-ce que ça veut dire être concentré, comment on peut améliorer notre concentration? Donc, c'est là-dessus que je travaille en ce moment parce qu'elle n'est pas encore, elle ne me satisfait pas encore assez et je sais que je vais être gagnant, surtout en temps, à améliorer ma concentration davantage. Maintenant, ton tour, Xavier, quelles sont les 3 capacités internes que tu as améliorées ou que tu souhaites améliorer? Ben c'est sûr qu'il y en a que je partage avec toi. Tu sais, j'ai bien aimé ton intérêt pour la concentration. Je suis passé beaucoup par là dans le passé. J'ai fait attention à mon alimentation. Oui, c'est vrai, ça aussi. Des choses comme ça pour vraiment l'améliorer. De mon côté, par contre, moi aussi, je partage l'intérêt pour l'organisation, la planification. Ouais. Parce que, comme tu as dit, la structure, d'avoir justement la capacité d'encadrer ma créativité, d'avoir vraiment une vision claire de ce qui est à faire, de ce qui a été fait, me permet d'avoir plus confiance, me permet de commencer ma journée avec plus d'efficacité, de garder le cap sur la destination et surtout d'avoir la chance de suivre des indications qui ont été réfléchies d'avance. Ouais. Au lieu d'alterner entre, bon, je réfléchis, je fais, puis là, est-ce que j'avais déjà pensé à ça, est-ce que j'avais pris ça? Non. Donc maintenant, j'ai un cahier de notes souvent à portée de moi-même. Je prends des notes constamment. J'ai une idée au tattoo shop, bien, je dois l'écrire. J'ai une idée qui est en relation avec ma famille, mais à ce moment-là, je suis en train de peindre, bien, je vais l'écrire pour ne pas l'oublier. Ouais. Faire un résumé, toutes ces notes-là, les organiser en étapes, en priorité,
pour savoir exactement qu'est-ce que je dois faire au bon moment. Donc, la planification, l'organisation, c'est quelque chose vraiment que je dois travailler, valoriser. Maintenant, je suis une personne qui est reconnue pour être passionnée. Je suis une personne émotive qui dégage beaucoup d'énergie. Ouais. Donc, pour moi, la maîtrise émotionnelle reste toujours prioritaire. Donc, ma capacité à organiser cette énergie-là pour la diriger de la bonne façon, pour pas qu'elle déborde, pour pas qu'elle fasse des éclaboussures, pour pas que je perde cette énergie-là dans des choses qui ne sont pas importantes. Vraiment, ça reste dans mes priorités, ça reste dans mon horizon. Et je me rappelle très bien un de mes anciens voisins au niveau de mon salon de tatouage qui m'avait dit, lors d'une conversation, il m'avait dit, tu sais, Xavier, l'important, c'est pas de dominer ses émotions, c'est de les maîtriser. Ouais. Et ce que je veux distinguer, c'est lorsqu'on veut dominer nos émotions, ça veut dire qu'on met un couvercle par-dessus Ouais, c'est le ça. feu de la passion. Ils ne sont pas là pour rien. C'est ça. Puis si on met le couvercle, bien, à un moment donné, si la pression devient trop forte, ce qu'on a essayé de retenir pour bien le canaliser, bien, à un moment donné, ça l'explose et c'est là qu'il y a un débordement. Si je change la domination par le mot maîtrise, ça veut dire que là, je mets un tamis. Je mets un moustiquaire qui va permettre à l'énergie de sortir, mais je vais retenir, filtrer ce qui est non nécessaire. Donc, moi, en deuxième, vraiment, la maîtrise émotionnelle va me permettre de garder le cap, d'avoir justement le plein contrôle de ces émotions qui vont me servir et non me nuire. Ouais. Puis là, finalement, dans tout ça, pour moi, ça reste beaucoup une question de persévérance. Ah ouais? Oui, OK. parce que j'ai quand même une bonne endurance, j'ai quand même un bon élan. Je suis reconnu pour mener des projets à terme. Ce que je réalise, c'est que la persévérance, la foi, cette capacité à croire pendant longtemps, tellement précieuse. Pourquoi? Parce que plus je veux d'avoir d'ambition, plus je veux des rêves qui vont être longs, plus qu'à ce moment-là, je dois être capable d'avoir longtemps de l'énergie. OK. Donc, à ce niveau-là, la persévérance, c'est vraiment la troisième valeur que je vais valoriser. Et puis, vraiment, là, ça me tient à cœur de travailler sur moi-même, de réaliser ces objectifs-là. Mais y a-tu, par exemple, un exemple dernièrement que tu as senti que tu as manqué de persévérance? Je te dirais qu'un des bons exemples où je m'en rends compte facilement, des fois, c'est au niveau de mon entraînement physique. Ah ouais? Oui, je me rends compte que des fois, je vais peut-être finir un exercice avant d'avoir atteint le plein plateau de mes capacités physiques. OK. Puis souvent, quand je me rends compte de ce parallèle-là physiquement, je me dis, ça vient de mon mental. Donc là, à ce moment-là, c'est quelque chose que si j'améliore à l'intérieur de moi, bien, ça va se percevoir sur mes projets, ça va se percevoir sur la durée de mes objectifs. Oui, c'est ça. Puis j'aimais ça parce que tu as amené un bon point que la persévérance, bien, c'est étroitement relié à la foi parce que si tu n'avais pas la foi, tu n'aurais pas persévéré. Non. Si on persévère à quelque chose, parce que quelque part, on y croit. Oui. T'sais? Puis toutes les capacités internes sont toutes un petit peu reliées ensemble. Quand on va planifier, ben, ça demande de la créativité. Oui. Ça demande d'être concentré. Ça demande de l'imagination. La connaissance. Ça demande de la connaissance. Puis le fait d'avoir planifié, ben, ça va pouvoir nous aider à être plus spontané. Parce que si tu as déjà fait un squelette de ta journée, tu vas être moins hésitant, tu vas moins réfléchir. Fait que sont toutes reliées ensemble. À chaque fois qu'on développe une des capacités internes, va affecter d'autres sphères de notre vie, d'autres capacités internes qu'on a à l'intérieur de nous. C'est pour ça, Stéphane, je pense que notre complicité, ce désir de s'améliorer, bâtit vraiment notre relation, autant oui en affaires, mais amicale. Puis de côtoyer des gens comme toi permet justement de prendre conscience sur soi-même, de rester motivé à s'améliorer, de pousser plus loin. Et je suis vraiment confiant que vous également, vous ressentez le désir qu'on a et que vous l'avez aussi. Donc, prenez le temps vraiment, là, doucement, sans trop vous critiquer.
Mais en ayant la foi, justement, que vous êtes capable de vous améliorer, qu'est-ce que vous voulez améliorer? Prenez le temps et puis ça vaut vraiment la peine. Oui, je pense que la meilleure question à se poser, c'est laquelle de ces capacités-là ferait toute la différence si je devenais vraiment bon là-dedans, si je l'améliorais grandement. Ben, ça prend beaucoup de maturité, donc on va y arriver. That's it. OK, donc, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces informations-là concernant chacune des capacités internes? Mais on va les mettre en pratique. Donc là, ton devoir en lien avec ça, ça va être de sélectionner 3 des capacités internes que tu aimerais améliorer. Parce qu'après tout, la meilleure façon d'améliorer ma vie, c'est de m'améliorer moi-même. Mais comment je fais pour m'améliorer moi-même? Bien, en améliorant des aspects de ma personnalité qu'on a nommés capacités internes. Fait que là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de choisir 3 capacités internes qui semblent être tes faiblesses. Je pense que c'est plus important d'améliorer nos faiblesses que d'améliorer nos forces. Comme ça, si je suis capable d'améliorer mes faiblesses, bien là, je commence à être vraiment bon dans tous les aspects de ma vie. Et ça, c'est vraiment gagnant. Donc, tu vas te poser la question suivante. Lesquelles de ces capacités internes-là ou lesquels de ces aspects-là de ma personnalité je devrais drastiquement améliorer pour devenir une meilleure version de moi-même? Ou encore, lesquelles de ces capacités internes-là je devrais améliorer pour m'assurer d'atteindre mon objectif? Une fois que tu as fait tes 3 sélections, bien là, c'est simple. Tu vas aller regarder dans le cahier. On te donne des trucs concrets pour améliorer chacune de ces capacités internes-là. Et là, tu vas devoir être patient. Donc, ce n'est pas parce que j'étais quelqu'un de désorganisé que du jour au lendemain, je vais devenir super organisé. Je dois me pratiquer tous les jours. Disons là, que si tu t'améliores juste de 0,1 % par jour, bien, c'est quand même très bon parce que tu vas t'avoir amélioré de 37 % à la fin de l'année. Donc, let's go, on y va, on choisit nos capacités internes et on commence à s'améliorer maintenant.